In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonsoir ou bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce qu'on va parler de presse écrite, de revue papier. On va parler de Zoom Arrière, qui est une revue qui existe depuis quelques années. C'est le numéro 6. Et cette fois-ci, en tout cas, les rédacteurs ont voulu se focaliser autour d'un cinéaste qu'on connaît bien sur cette chaîne parce qu'il était déjà venu au cours d'une conversation. Il s'appelle Paul Vecchiali. Et je suis très content qu'on parle de cette revue parce que c'est toujours important, surtout d'autant plus qu'actuellement, il y a une crise très importante au niveau de tout ce qui concerne la presse écrite. Donc, c'est très important constamment de mettre en avant ce qui se passe au niveau de la presse écrite, en l'occurrence du revue papier. Et pour en parler, des rédacteurs, donc du membre de la rédaction, il y a tout d'abord Vincent Roussel, que vous connaissez très bien, qui était déjà venu chez Microciné pour nous parler d'un bouquin sur ce qu'il avait écrit sur Bertrand Blier, c'était édité chez Marest. Puis aussi, il y a Vincent Jourdan et Christophe. Voilà, tous les trois qui sont là. Je salue Benjamin Fauré, qui a beaucoup œuvré, beaucoup aidé à la conception de cette émission. Je le salue. Comment allez-vous? Très bien, moi je suis absolument ravi d'être dans une émission qui commence par un générique pareil. Vincent, ça ne va pas étonner. Allez, on commence. Alors, avant bien évidemment, j'aimerais quand même présenter mes invités, mais de manière beaucoup plus détaillée parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, Vincent Roussel est auteur aussi du blog Le Journal Intime du Docteur Orloff, assez connu depuis 2006. Et donc, tu as écrit La Brigandine et dessous d'une collection éditée chez Artus Film en 2017. Et je le disais, Bertrand Blier, Cruelle Beauté chez Marest éditeur en 2020. Vous pouvez trouver sur la chaîne le lien de notre conversation. Vincent Jourdan, vous êtes auteur du blog Innisfree depuis 2004, un Fordien dans l'âme, je crois, de l'ouvrage Voyage, de Voyage dans le cinéma de Sergio Corbucci, édité chez nos amis d'édition Leitmotiv en 2018, et Sergio Solima, Le cinéma au couteau, que vous avez édité en 2022 chez Leitmotiv. Je pense que vous allez revenir, à mon avis, chez Microciné pour nous parler de ces deux livres. Je suis persuadé même. On va vers ça. Et puis, il y a Christophe Fouché, qui est auteur du blog Avis sur des films depuis 2007. Et puis, je crois que vous avez un projet littéraire récemment. L'histoire du macmonisme, vous voulez dire? Voilà, c'est ça, l'histoire du macmonisme. Voilà, oui, exactement. Parce que comme c'est pas écrit sur... voilà, donc... Mais je crois que là aussi, on va se revoir bientôt pour parler de ce livre important aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous trois. Première question, très très simple, j'aimerais bien connaître, parce que alors, ce qu'il faut savoir, je disais que c'était le numéro 6, ça a commencé en avril 2019, le premier numéro c'était sur Brian De Palma, en octobre 2019 c'était sur Nanni Moretti, Nagisa Oshima c'était le numéro 3 en mai 2020, en novembre 2020 c'était sur le cinéma muet français, et Jim Jarmusch en avril 2021, et aujourd'hui sur Paul Vecchiali. J'aimerais bien connaître un peu la genèse, l'histoire de cette revue. En fait, on se connaît depuis assez longtemps sur les blogs. C'est là où on a fait connaissance. Donc, Vincent, même, il nous a invités à son festival à Nice avec Édouard. Ça remonte à 2007, je crois. On était venus te voir déjà pour parler un petit peu des blogs et puis voir comment on pouvait fédérer, peut-être faire des choses ensemble. Et c'est Édouard Sivière, donc, qui a eu l'idée de créer un autre blog qu'il a appelé Zoom Arrière, qui en fait était une sorte de tableau de toutes les sorties de l'année. On a commencé, si mes souvenirs sont bons, à 1945 ou 44. Et le but de tous les blogueurs qui étaient réunis sur Zoom Arrière, le blog, c'était de noter ces films, une sorte de tableau avec des étoiles, en fait. Et voilà, donc on a fait ça de 1945 à 2020, je crois. Et Édouard, à un moment, nous a dit, enfin, il nous a contacté avec Vincent, il a dit ce serait pas mal qu'on fasse un truc qui reste, parce que les blogs, ça reste pas, donc on pourrait faire une sorte de version papier où on compilerait un petit peu sur un cinéaste donné ce qu'on a écrit dans nos blogs, plus des textes inédits et puis des approches un peu plus transversales. Il y avait cette idée effectivement de donner une deuxième vie au texte, puisque depuis quelques années, enfin, on voit bien que le débat cinéphile et beaucoup de choses en fait ont glissé sur les réseaux sociaux et que c'est globalement, enfin moi je trouve que c'est beaucoup moins intéressant que ce que c'était à l'époque, mais bon c'est comme ça. Et du coup là c'était une manière d'essayer de les relancer et de revenir aussi, puisqu'on s'est tous mis à écrire des livres. Je sais pas trop comment ça s'est fait un peu presque par hasard, je crois.
peut-être pas pour Christophe, pour son premier ouvrage là, mais en fait tout d'un coup, je sais que pour Vincent ça a été un peu le cas par le jeu des rencontres et puis de cette habitude qu'on avait d'écrire en ligne. À un moment on s'est dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen, enfin il n'y a pas un livre qui peut exister. Bon moi je suis parti sur Corbucci parce que j'écrivais beaucoup sur lui, mais voilà ça s'est fait un petit peu comme ça. Et là cette idée de se retrouver autour d'un projet éditorial, tu parlais de crise de la presse, la crise du cinéma en particulier, mais je sais pas si Zoumaria on peut le définir comme c'est quelque chose un peu entre les deux en fait, hein. C'est un peu comme un livre, ça ressemble plus à un livre, ça a une périodicité quand même, elle est un peu aléatoire, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, mais oui l'idée de revenir au format papier c'était quand même une bonne idée, enfin, moi je trouve. Est-ce qu'il y a comme ça pardonnez-moi du mot un peu grossier, certes, mais est-ce que, je sais qu'aujourd'hui, quand on parle de revue papier, de travailler sur une revue comme c'était un beau livre, parfois, très souvent, on n'y pense pas, c'est pas une évidence. Est-ce que le fait de faire ça depuis quelque temps, c'est aussi peut-être une forme d'acte de résistance, quoi, de revenir un peu à ce qui nous a peut-être pas bercé, mais par là où on a commencé, quand on avait 10-15 ans et qu'on commençait à lire des revues, est-ce que c'était aussi une manière très forte de dire c'est important que ça soit un livre avec des pages, que ce soit numéroté, qui nous accompagne? Est-ce qu'il y a comme ça peut-être quelque chose de très résistant? Pour moi, le livre, ça reste quelque chose de fondamental. Donc, j'étais extrêmement fier et heureux de pouvoir en faire un et puis de participer à quelque chose comme Zoumaria. Enfin, depuis, en fait, j'ai fait aussi d'autres participations et je trouve qu'il y a quelque chose de très, très valorisant, de très satisfaisant dans le fait de faire un livre. Au-delà de sa valeur, bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. Après, je sais pas ce qu'en pensent les autres, s'ils le voient un peu plus. Après, le fait de partager aussi un cinéma qui nous intéresse et dans certains cas dont on parle pas tant que ça, finalement, dont on parle moins ou dont on parle mal. Ça, par contre, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur dans tous nos blogs. Si on écrit en ligne, c'était aussi pour défendre ce genre de choses. Je ne sais pas si mes camarades sont d'accord. Si, je suis assez d'accord avec toi. Résistance, c'est peut-être un peu un grand mot. Surtout que moi, j'avoue que le format en ligne, ça me plaît bien, puisque c'est comme ça, finalement, qu'on s'est rencontrés. C'est quelque chose que j'aime bien. Mais c'est vrai que l'idée, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée collective aussi, là, dans Zoumaria, de se retrouver. Par exemple, Vecchiali, moi, j'ai fait pas mal de textes inédits. C'était, bon, on a proposé Vecchiali, c'était un cinéaste que j'aimais bien, mais je connaissais pas beaucoup ses derniers films, par exemple. Et là, le fait qu'il y ait la revue, ça m'a forcé un petit peu à essayer de voir le maximum de ses films, d'en découvrir d'autres. Donc ça, je trouve que c'est des sortes de... C'est intéressant pour moi, ça, cette partie-là. Moi, j'ai suivi lorsqu'il s'est agi de lancer ça sous format papier. Bon, j'ai dit banco. Il s'est avéré que l'idée donc d'Edouard et de Vincent, ça a bien fonctionné. Donc c'est très bien. Et après, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de mettre en avant des pans du cinéma qui ne sont pas forcément très, très connus, comme le disait Vincent. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment le principal intérêt d'une revue papier, parce que dans le foisonnement quand même des contenus au sens large, il faut quand même trouver des choses un peu qui se distinguent un petit peu de la masse. Et c'est vrai que l'intérêt d'une vraie revue cinéphile comme Zoumaria, c'est de travailler sur ce qui nous plaît, quoi, et pas sur ce qui va dans le sens un petit peu du vent. Et donc par là, de fait, on se singularise un peu, quoi. C'est vrai que le numéro sur le cinéma muet, typiquement, c'était quelque chose. Enfin, je pense qu'on s'est tous beaucoup amusés à le faire. C'était une idée que tu avais eue, je crois, à la base. Oui. Et tu écrivais aussi beaucoup sur le cinéma muet déjà sur ton blog. Et ça a fait découvrir énormément de choses. Mais oui, ça, c'était bien. J'ai vraiment apprécié d'être suivi avec enthousiasme par l'équipe sur cette idée que j'aurais jamais cru qu'il serait accepté, le cinéma muet français. Mais pourquoi ça ne serait pas accepté? Alors qu'il y a des cinéphiles, parce que je connais bien. Comme le disait Vincent, c'est surtout moi qui voyais ces films jusqu'à présent, et j'ai été ravi de voir que de ce fait, les autres rédacteurs se sont plongés avec joie dans ce cinéma, ont écrit aussi ma suite sur les films, et il en a résulté le numéro le plus lourd, je crois plus de 300 pages de Zoumaria, et là où je suis assez content, parce que pour moi c'est important quand même, c'est que je crois que le numéro est relativement ses frais. Donc j'ai pas pris, enfin voilà, parce que c'est quand même un petit risque qu'on prenait. Tout ça c'est autofinancé, enfin je veux dire,
ça fonctionne un peu. Voilà. Enfin, donc c'était bien, c'est satisfaisant. On va parler, je pense, après de l'économie, c'est important. Mais Vincent Jourdan, tu disais quelque chose, tu disais que ce que vous choisissiez, donc soit des auteurs ou soit des sujets, des gestes, soit c'est parce que ils n'étaient pas forcément si connus, ou alors parce qu'on en parlait mal. Alors quand je te dis pas si connus, je me dis quand même que De Palma, Moretti, Jarmusch, bon, ça reste quand même. Bon, je veux bien croire que Paul Vecchiali, c'est vrai qu'il faut ramer. Mais bon. Mais par contre, quand tu dis. Parce qu'on en parle mal, ça m'intéresse d'en savoir davantage sur cette idée qu'on en parle mal à côté. Ça veut dire quoi, on en parle mal? Alors, il y a deux choses. Oui, effectivement. Enfin, Oshima, par exemple, Oshima, en fait, on connaît qu'une partie. Le cinéma muet français, n'en parlons pas. Et Vecchiali, c'est le même problème. Mais c'est vrai que Oshima, il y a toute une partie de sa filmographie qui était en fait très peu explorée. Bon, à part s'il y a sur les bouquins de spécialistes, il y a pas grand-chose dessus. Les autres, on a essayé aussi d'alterner. Hein. La première idée d'Edouard, c'était De Palma. D'abord parce qu'on avait déjà tous écrit pas mal sur De Palma. On avait beaucoup débattu sur De Palma. Et il y a un élément dont on n'a pas parlé qui est important dans Zoom Arrière, c'est que les textes sont souvent contradictoires. C'est-à-dire quand il y a un film qui ne plaît pas, enfin, par exemple sur De Palma, sur Scarface, il y a un article à charge et c'est moi qui l'ai fait, un article à décharge. Donc on peut avoir des opinions. Il y a aussi, il n'y a pas une ligne par rapport à l'auteur ou au sujet, mais il y a au contraire déjà, il y a cette idée de débat sur, il peut y avoir plusieurs textes sur le même film et des textes qui ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est un peu l'originalité aussi du truc. Pardon. Alors, j'en reviens on en parle mal. Disons que c'est vrai que dans nos blogs, ce qu'on a toujours essayé aussi, c'est d'avoir une approche très personnelle, qui n'était pas dictée ni par l'actualité, ni par. Dans le cadre de Palma, il y a quand même on a écrit beaucoup sur De Palma, il y a des clichés un peu sur lui. C'était intéressant d'essayer des fois en parlant, en disant que certains films ne nous plaisaient pas ou sur lesquels on n'était pas d'accord, d'essayer d'en parler un peu autrement. Voilà. C'est peut-être pas que les autres en parlent mal, mais c'est que nous, on pouvait peut-être apporter un regard un peu plus. Il avait une expression, Edouard, c'était panoptique, hein, un peu plus large, et aussi essayer d'être aussi exhaustif que possible. Donc ça, c'était souvent en fait aussi quand on parle, même Moretti, on parle souvent évidemment de ses films les plus célèbres. Il y a quand même beaucoup moins de gens qui se sont attaqués à, par exemple, ses tout premiers films ou à ses courts-métrages, des choses comme ça. Donc on essaie d'avoir une approche globale et contradictoire, donc qui permet d'être, j'espère, un peu plus intéressant. Voilà. Vu qu'il existe beaucoup de choses sur la plupart de ces réalisateurs. Non, je dirais qu'en plus, oui, De Palma, au départ, c'était un petit peu une petite blague, parce qu'avec Edouard, on avait eu souvent des débats sur De Palma que lui appréciait moins que moi. Et lui, son cinéaste fétiche était Altman, et moi, j'aimais un peu moins Altman que lui. Donc, c'était un peu une blague, et vraiment, au départ, il nous avait envoyé une première version de Zoom Arrière, je sais pas si tu te souviens, Vincent, pour nous présenter un projet qu'on pourrait faire, où il s'était contenté de compiler en fait les textes de De Palma et voir ce que ça pourrait donner. Hein. C'était bon, De Palma aussi, pour commencer, c'est vrai que c'est pas un cinéaste méconnu, mais c'était aussi l'idée de pas commencer par un cinéaste vraiment très confidentiel et qu'on soit pas vu du tout. Hein. C'était aussi un peu quelque chose d'un petit peu fédérateur aussi, quoi. Et comment vous choisissez d'ailleurs pour le coup les sujets? Comment ça se passe? On se dispute. Ah, génial. En ce moment, on est en train de discuter du prochain et voilà, non, on lance des noms. Alors, je sais qu'à un moment, il y avait une première liste, chacun donnait sa liste, et puis après, à force d'échanger sur un tel, il y a un nom qui finit par émerger. Ou alors, c'est le cas du cinéma muet. En fait, à un moment, Christophe a lancé cette idée, et en fait, on a tous rebondi dessus parce qu'on trouvait que c'était intéressant. Et on est parti. Vecchiali, je sais plus comment c'est. On voulait faire un français, je crois, et puis c'est parti. Oui. Qui a suggéré Vecchiali. C'était qui? Frédéric. Ah, peut-être, oui. Effectivement. Oui. Et puis, comme tu disais, Vincent, on a essayé de faire une alternance, c'est-à-dire que on avait commencé par un cinéaste américain. Donc, Edouard a dit, après, bon, on essaie de trouver un cinéaste éventuellement européen, mais donc on a choisi Moretti. Après, on a dit, il faut aller, pourquoi pas un asiatique. Enfin voilà, il avait imaginé une sorte d'alternance après français, revenir à l'américain. Donc, il y a eu Jarmusch et
Et voilà, donc le prochain, là, ça va peut-être être un petit peu différent parce que Edouard, là, c'est un petit peu éloigné de... Enfin, il continue à écrire pour Zoom Arrière, mais je sais qu'il veut un peu passer le flambeau. Donc, on va voir. Là, c'est en débat, effectivement, pour le prochain. Mais c'est un débat jusqu'à ce que, enfin, autant que je sache, personne n'impose quoi que ce soit. C'est à un moment, il y a un nom ou un sujet qui se détache et voilà, on y va. Moi, je sais pas de. Après, tous les sujets, enfin, il y a énormément de sujets passionnants, donc on peut faire une centaine de Zoom Arrière sans problème. Hein. Et ce que je trouve assez passionnant, c'est de revisiter, enfin, c'est parce que, par exemple, comme disait Vincent Roussel, il y avait Vecchiali qui est arrivé, enfin, vous avez choisi Vecchiali, et donc il faut voir ou revoir tous les films. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on le fait rarement, ça, de se dire, bon, pendant 1 mois ou 2 mois, je vais uniquement me focaliser sur un cinéaste. Et je vais donc revoir toute sa filmographie du premier au dernier. Et je trouve que ça peut être intéressant, ça aussi, parce que ça donne une, comment dire, c'est de revenir un petit peu à ce qu'on était au début quand on a commencé vraiment à aimer le cinéma et à voir des films, on voulait tout voir et donc essayer de se faire des notes, des listes comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant le fait que pour bien travailler sur un sujet, c'est peut-être banal et évident ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins. C'est de prendre le temps de tout revoir d'une filmographie sans pour autant essayer en fait, de ne pas être dans l'actualité vraiment. Et je trouve que ça, c'est passionnant. Je crois que c'est Jean-Baptiste Auré qui me disait ça, cette idée que ça peut être intéressant parfois enfin, en tout cas, de manière assez de dire, mais il disait que ça peut être intéressant de temps en temps de se dire, moi, par exemple, pour le mois d'été, je me suis dit, je vais revoir tous les Nanni Moretti. Voilà. Et ben, c'était magnifique. Donc, il y a un truc comme ça, je sais pas, et je le ressens beaucoup dans cette revue qui est là, pour le coup, extrêmement, extrêmement cinéphile. C'est passionnant. Alors, je précise que Vecchiali, c'est impossible de tout revoir, hein, parce que je ne sais pas combien il a fait. Oui, non, c'est vrai. Je suis désolé. Donc, non, moi là, c'était plus, oui, la découverte. Et c'est vrai que moi, ça m'amuse alors, je sais pas si tout le monde fait comme moi, mais c'est vrai que quand il y a un cinéaste qui est choisi pour Zoom Arrière, j'aime bien soit revoir les films que j'ai pas chroniqués, par exemple. Hein, il y avait des Moretti que j'avais pas chroniqués et je les ai revus pour pouvoir faire un texte dessus, ou alors en découvrir. Ça a été le cas pour Vecchiali, surtout sa dernière période, qui est pas facile à voir, surtout quand on habite en province. Mais voilà, donc ça, oui, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, oui. Non, moi, je suis désolé, mais je vais contredire un peu ce que tu dis, Samir, parce que clairement, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, Zoom Arrière, c'est à la base, donc c'est à la fois des textes inédits et transversaux, et aussi une compilation de ce qui a déjà été écrit. Donc, moi, c'est vrai, je crois que dans le numéro Paul Vecchiali, je crois qu'il y a pas mal de mes textes, mais c'est parce que c'est des textes principalement que j'avais écrits sur mon blog quand j'ai découvert le film de Paul Vecchiali il y a maintenant une dizaine d'années. Notamment grâce à la défunte, malheureusement, salle des collections du Forum des Images, dans laquelle on pouvait en voir pas mal. Mais aujourd'hui, je crois savoir que plusieurs qui étaient très très rares sont maintenant sortis en DVD et plus largement diffusés. Mais comme le disait l'autre Vincent, il est quasiment impossible aujourd'hui de voir tous les films de Paul Vecchiali comme ça, si on décide un jour de tout voir en un mois, ne serait-ce que parce que ils sont pas faciles à trouver. Donc voilà, ce qui me concerne, c'est plutôt le reflet d'une découverte qui a eu lieu il y a maintenant une petite dizaine d'années, en gros. Oui, mais quand je dis revoir, c'est bien évidemment selon la disponibilité des films. C'est tout à fait. Je comprends parfaitement. Moi, je me situerai un peu entre les deux, c'est-à-dire je capitalise un peu sur effectivement ce qu'on a déjà pu écrire. Enfin, moi, j'avais écrit déjà sur Vecchiali pour une revue en ligne avant, donc je suis parvenu dessus, j'ai donné les textes. Par contre, il y a des choses que j'ai essayé de découvrir. Alors, moi, je me suis aussi occupé dans ce numéro, plus particulièrement de l'entretien, parce que moi, j'habite dans les Alpes-Maritimes, donc on est quasiment voisins avec Paul Vecchiali, qu'on invite assez souvent à nos manifestations. Donc, on était allé le voir, on a passé une journée chez lui, donc on a fait l'entretien. Donc, c'était la première fois qu'il y a un entretien dans Zoom Arrière. J'ai trouvé l'expérience extrêmement intéressante. Il est très bavard. Enfin, si tu l'as reçu, tu sais ce que je veux dire. Il était malade. Moi, j'ai pas eu de chance. Et encore que, quand même, il parlait. Hein. Il était Covid. Il avait le Covid. Il avait le Covid. C'est quand il avait le Covid. Mais il parlait quand même. Il parle toujours, parce qu'il faut savoir qu'il est malheureusement, il a une santé fragile depuis assez longtemps. Nous, chaque fois en fait qu'on l'invite, on ne sait jamais jusqu'au dernier moment s'il va venir vraiment ou pas. Il a déjà dû annuler plusieurs fois
fois, bon, il est plus tout jeune, évidemment, mais enfin, il reste quand même assez bavard. C'est assez étonnant, ces cinéastes d'un certain âge qui, des fois, se traînent comme ça un petit peu. Bon. Et ils sont dans la salle, ils commencent à parler à leur public, et puis là, on a l'impression qu'ils ont 20 ans, ils sont à nouveau pleins de dynamisme. Enfin, chez Vecchiali, c'est flagrant. Je sais plus pourquoi je racontais ça. Oui, parce que je m'étais occupé de l'entretien, donc du coup, j'ai dû réviser un certain nombre de choses. Et puis lui, en fait, quand on y est allé, il nous a montré des films. Je sais qu'à un moment, on cherchait un film qui s'appelait Jonki, que personne n'arrivait à mettre la main dessus. Et lui, il nous a montré, en fait, il avait une vieille VHS où il avait compilé un certain nombre de films, et donc on a pu voir comme ça des choses assez inédites. Et pendant qu'on faisait la revue, sortait aussi son tout nouveau. Pas de quartier. Ouais. Non. Non. Si, c'est pas de quartier. Si, c'est pas de quartier. C'est son dernier film, ça, je crois. Oui, c'est ça, c'est pas de quartier. Il tourne tellement. C'est ça. Voilà, donc mais moi, après, le côté chercher des choses un petit peu originales, un peu différentes, je trouve que ça fait partie aussi du plaisir dans ce type de revue. Voilà. Sur Moretti, moi, je m'étais lancé dans les courts-métrages qui ne sont que sur son site en Italie, par exemple, et qu'on ne connaît pas toujours forcément, et qui sont très drôles aussi. Voilà. Avant qu'on parle de Vecchiali, je voudrais juste une dernière question concernant la revue. Tu l'as un peu évoqué, je crois, Vincent Jourdan. C'est par rapport à l'économie. Comment vous financez cette revue? Difficilement. Non, c'est en fait on a Édouard travaillait dans l'imprimerie, et donc il avait, en fait, quand il s'est lancé là-dedans, il avait des tarifs défiant toute concurrence, donc en fait il avait fait en sorte que ça puisse s'équilibrer. Le premier numéro avec De Palma, en fait, a permis de financer le deuxième, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, chaque numéro est financé par le numéro précédent. Et avec Pardon? Édouard, il avait admirablement géré. C'était très scrupuleux, très rigoureux. On va essayer de faire la même chose, je garantis pas. Parce que, bon, d'abord, non, c'est compliqué parce que les tarifs ont un peu explosé. Édouard est en. Ouais, le papier a explosé. On n'a pas d'éditeur, donc c'est de l'édition associative. L'association qu'il a créée gère en fait toujours la partie financière, mais par contre, on a dû changer donc d'imprimeur. Et d'autre part, on a une espèce de quadrature du cercle à régler. Ça, Édouard surtout insistait là-dessus. Il voulait un tarif très bas, mais ce tarif nous empêchait quasiment de diffuser par les réseaux des libraires. On avait pris plusieurs contacts, mais eux, ils trouvaient, à 5 €. C'était pas possible. Donc là, on a augmenté le prix et on va essayer de voir si ça peut fonctionner. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Voilà. Mais on va essayer de garder cet équilibre qu'Édouard avait effectivement géré jusqu'à Jarmouche. Dans la revue, donc il y a 3 parties. Il y a une première partie qui s'appelle Au fil des films, où donc vous revenez sur tous les films de Vecchiali, bien évidemment, et comme j'expliquais, après on parlera du dialogue. Il y a aussi une deuxième partie qui s'appelle Transversale, avec des dessinateurs qu'on connaît très bien chez Microciné. Je pense à Saad Chakali, par exemple. Et j'ai vu aussi qu'il y avait Mehdi Benallal qui participait à la revue, que je salue, qui est aussi un cinéaste et critique de cinéma. Et puis il y a l'Étoile filmographique. C'est extrêmement riche en documentation à la fin. Voilà, c'est vraiment assez passionnant. Vous y avez un peu répondu à cette question, mais quand même, pourquoi Paul Vecchiali? Pourquoi avoir choisi de faire toute une revue consacrée à Paul Vecchiali? J'ai l'impression qu'on avait proposé plein de noms par mail. On cherchait un cinéaste français et personne n'arrivait à vraiment être d'accord. Et je crois qu'effectivement, comme disait Christophe, donc il y a une des rédactrices, enfin qui s'occupe surtout de la correction, Fred, qui avait proposé Vecchiali, et puis en plus il y a eu l'idée de l'entretien qui s'est greffée là-dessus, la possibilité éventuellement d'un entretien, la possibilité d'un nouveau film. Donc, il me semble que finalement, c'est celui qui a fait le plus consensus au bout d'un moment parce qu'on n'arrivait pas à se décider. Et enfin, c'est celui qui nous plaisait le plus, qui était à la fois un cinéaste pas trop traité, c'est-à-dire je crois qu'il y a eu un livre, un essai sur lui, je suis même pas sûr, enfin où là il y avait un livre qui devait sortir. Et qui est intéressé suffisamment de monde, en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement comme. Enfin, en ce qui me concerne, c'est comme le dit Vincent. C'est vrai que moi, moi non plus, je n'avais pas forcément d'idée en tête pour le prochain numéro consacré à un cinéaste français.
Et c'est vrai que quand Fred a lancé ce nom, moi, c'est vrai que ça a fait tilt parce que Vecchiali, c'est à la fois quelqu'un, effectivement, de suffisamment célèbre, parce que il incarne, c'est presque un symbole d'une certaine idée du cinéma indépendant en France depuis plusieurs décennies. Mais en même temps, son œuvre reste très mal connue, notamment pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure de diffusion. Et donc, voilà, Zumaria, c'est pour moi, sa vocation première, c'est vraiment ça, de remettre en lumière des œuvres qui sont mal connues, de défricher des territoires cinématographiques qui sont pas assez arpentés. Et donc, voilà, pour moi, c'était une bonne idée. Surtout que moi, je considère que Vecchiali est effectivement un cinéaste important, qui a fait plusieurs grands films, et voilà, qui mérite ce genre de revue, ce genre d'hommage. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose qui a été fait. En fait, il a sorti ses mémoires. D'ailleurs, enfin, oui, je crois qu'elles sont sorties, mais c'était un peu compliqué aussi, même pour lui. Alors, moi, c'était un peu différent dans la mesure où, comme je l'ai dit, voilà, c'est un cinéaste en fait qu'on a reçu. Moi, je l'avais reçu en 2004, quand il était en fait, il y a une période, il a arrêté de faire du cinéma, il voulait arrêter. Et puis il est reparti assez doucement, et notamment il travaillait avec une association de comédiens qui s'appelle La Réplique à Marseille. Et nous, on diffusait les films qui étaient faits avec ce collectif. Et donc le film alors moi, quand j'ai vu le nom de Vecchiali, j'étais impressionné. Donc on l'a invité, il est venu. Et ça a lancé en fait une relation entre le milieu cinéphile niçois et Paul Vecchiali, qui depuis vient présenter tous ses films à Nice. Ça a permis aussi de greffer des nouvelles personnes, les personnes dont tu parlais, Samir, mais aussi des gens donc comme Josiane Scoleri, qui est devenue une grande amie de Paul. Et c'est aussi grâce à elle qu'on est allé le voir, parce que moi il m'avait invité, mais j'avoue que j'avais pas osé au début quand il m'avait proposé. Et elle, par contre, y est allée plusieurs fois, et donc on est allés ensemble, et c'était vraiment très, 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 très agréable. Mais après, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe. C'est un cinéaste extrêmement riche, et qui est finalement pas tellement étudié. Et c'est un nom, voilà, on se dit ah oui, c'est quelqu'un qui a été important, mais on ne sait plus très bien pourquoi. Et c'est bien de se replonger, de revenir sur ses expériences de producteur, tous les gens en fait qu'il a produits, par exemple. Enfin, nous a raconté toutes ces histoires avec Eustache, avec Diagonale. Enfin, c'est une richesse. C'est tout un pan du cinéma français, quoi, qui est aujourd'hui un petit peu qui passe un peu à l'as. Quand on travaille sur un auteur comme Vecchiali, que ce soit quand on a déjà travaillé dessus, on a déjà écrit des textes, ou on revient sur ces textes-là et on voit d'autres films et tout cela. Pour cette revue-là, j'entends bien. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quand vous avez vu comme ça certains de ces films, comme ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous aviez eu cette impression qu'il y avait aussi une manière, quand on voit ces films, de toute façon jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi quelqu'un qui regarde ce pays qui est la France, et il a une manière d'en parler aussi de la France à sa manière, bien évidemment, mais on pourrait comprendre certaines choses de la société française en voyant ces films. Moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment, je trouve que ce qui est passionnant avec Vecchiali, c'est comme tu dis, il a une façon d'aborder les problèmes actuels, enfin des problèmes de société. C'est un des premiers qui a abordé le thème du sida, par exemple, à la fin des années 80. Il a parlé aussi des discriminations, des choses comme ça, mais il le fait jamais de manière naturaliste. Et justement, moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est ce côté toujours mélodramatique, ce côté un peu stylisé, ces références constantes, soit au cinéma populaire des années 30, ce cinéma qu'il adore en fait. Il a Grémillon, Duvivier, tous ces gens-là. Et puis voilà, c'est ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du naturalisme, dans du film à message, mais on est dans quelque chose où ce qui l'intéresse, c'est de l'incarner dans des personnages et voilà, et une émotion qui vient du mélodrame, enfin de toute une histoire du cinéma. Je trouve qu'il a par moments été. C'est quelqu'un qui est à la fois en phase, effectivement. Quand il fait La Machine, par exemple, il est sur le débat dans les années 70, il est complètement sur les débats autour de la peine de mort, par exemple. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup impressionné quand je l'avais vu. À la fois, alors, comme dit Vincent, c'est vraiment du cinéma. C'est d'abord du cinéma. Et après, il y a des choses qu'on peut tirer, effectivement, si on veut avoir ce type d'approche. Mais quand il fait ce film-là, il est complètement dans son époque, je dirais, sur le fond.
Voilà, sur une description de la France de cette époque-là, des débats qui traversent la France à ce moment-là. C'est peut-être moins évident avec un film comme Pas de quartier, par exemple, qui a un côté très demi, enfin, c'est une comédie musicale, bon, on sent moins en fait ce côté-là. Mais ça balance toujours un peu entre les deux, avec des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui fait rarement 2 fois le même film. Tous ses films sont extrêmement originaux au niveau de leur forme. Il y a toujours une très grande exigence de cinéma, même quand il a peu de moyens, ce qui est le cas depuis pas mal d'années. Et voilà, c'est quelqu'un aussi qui attire des. Voilà, récemment, il a fait tourner Amalric ou Deneuve, par exemple, mais il va les traiter exactement comme il traite sa troupe de fidèles. Il tourne dans sa villa. Moi, j'aime beaucoup en fait sa manière de faire du cinéma, en fait, d'abord. Je suis pas fan de tous ses films, mais j'adore la manière dont il envisage le cinéma et dont il le pratique. Voilà, c'est quelqu'un qui tourne, qui a un besoin viscéral de tourner. Enfin, quand on discute avec lui, en ce moment, il n'arrête plus, quoi. Quand on sait qu'il a plus de 80 ans et que, bon, avec les problèmes de santé qu'il a, et les difficultés, c'est quelqu'un, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Et moi, je trouve que c'est beau à voir. Mais Christophe, vous dites que, enfin, tu dis que tu en as rajouté, mais je suis persuadé quand même qu'il y a quelque chose. Enfin, quand on parle de, si je te demande pour toi, c'est quoi Vecchiali, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Vecchiali? Ça veut dire quoi? Est-ce que son style de cinéma est identifiable? Vecchiali, c'est à la fois quelqu'un qui a grandi avec le cinéma français des années 30 et qui en a été imprégné grandement, qui a gardé un goût très prononcé du mélodrame, de la chanson populaire, d'une certaine sentimentalité, mais qui en même temps a vu aussi passer la nouvelle vague et a été marqué non pas par tous les cinéastes de la nouvelle vague, on sait qu'ils les aiment pas tous, loin de là, mais par quelqu'un comme Godard par exemple, et qui du coup, c'est vrai que ces films, il y a à la fois un côté, il y a une foi dans le récit, il y a une foi dans les émotions, et en même temps, il y a aussi une certaine forme de distanciation dans le style un peu moderne, disons, pour aller, disons, une conscience des effets. C'est un cinéma très, très conscient de ses effets. Voilà, moi le film avec lequel j'ai découvert, qui demeure un de mes préférés, c'est En haut des marches. En haut des marches, donc c'est un film c'est à la fois un film sur la mémoire de l'occupation, donc vraiment un film, un grand sujet qu'on imagine très bien traité par un Rennais, par exemple. Et donc avec un côté un peu théorique, ouvertement théorique, avec les différentes visions pétainistes et gaullistes qui vont discuter, parce qu'il y a un terme très important pour Vecchiali qu'on n'a pas encore prononcé, c'est une dialectique. Enfin, la dialectique, c'est quelque chose de crucial pour lui, et donc ça se ressent. Il y a ce côté assez intellectuel qu'on retrouve, mais en même temps, et c'est là ça n'a plus du tout rien à voir avec René ou Godard ou qui que ce soit d'autre. C'est du pur Vecchiali. Il y a une émotion très forte parce que c'est aussi un film en fait dédié à sa mère. Et donc c'est un très beau film aussi donc sur sa mère, qui est joué en plus par son idole qui était Daniel Darieux. Et donc ça apporte quelque chose une vibration en fait émotionnelle qui pour le coup là le distingue radicalement pour aller très vite et pour schématiser des cinéastes de la nouvelle vague qui étaient un peu plus intellectuels, quoi. Mais je schématise évidemment, mais c'est un petit peu en ça qu'on peut situer Paul Vecchiali dans le cinéma français en 2-3 mots, quoi. Oui, cette notion d'émotion est capitale chez lui, parce que moi ça m'a frappé quand il est en débat ou pendant l'entretien. En fait, quand il parle notamment des acteurs et des actrices aussi en particulier, il a souvent quasiment les larmes aux yeux. C'est-à-dire, on sent qu'il est complètement investi dans les émotions qu'il représente à un moment, et il a une très haute exigence de la manière dont il doit les montrer. Et ça, il n'y a pas beaucoup de cinéastes effectivement qui fonctionnent comme ça. Et j'aimerais aussi ajouter, pour continuer, parce que c'est le plus important finalement, enfin, le style du cinéaste, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ce que j'aime aussi chez Vecchiali, c'est que
c'est quelqu'un qui pense vraiment chaque moment son découpage. Et le découpage, c'est vraiment le cœur du métier finalement d'un cinéaste, hein, c'est la mise en scène. Hein, je veux dire, avant l'écriture ou le montage, c'est vraiment le découpage qui le caractérise. Et c'est vrai que Vecchiali, on sait qu'il se refuserait à faire un chant contre chant par automatisme. Il va toujours penser les plans en fonction de la situation, des décors, de la dramaturgie. Tout est voilà, chaque plan est extrêmement pensé. Vecchiali, c'est aussi un ancien polytechnicien, d'où le côté aussi un peu cérébral de son cinéma, et ça se retrouve au niveau de la forme. Et du coup, c'est vrai que, et comme c'est aussi quelqu'un qui a une autre exigence, c'est aussi cette exigence, elle est aussi un peu morale d'une façon, et c'est aussi la raison pour laquelle il peut se coltiner des sujets très délicats, comme la peine de mort ou comme le viol dans le Café des Jules. Et je trouve qu'il filme ça de façon admirable, parce que voilà, ces choix de plan, de durée du plan à chaque fois sont admirables, d'intelligence, de finesse, de hauteur de vue, avec ce côté aussi un peu dialectique, parce que jamais simplificateur, quoi. C'est ça aussi que j'aime chez Vecchiali, c'est que il y a toujours un moment où être surpris dans la dramaturgie, parce que comme il dit, pour lui, s'il y a un personnage de méchant dans un film, c'est que le film est raté. Donc il y aura toujours un moment où on va être un peu surpris, parce que voilà, il y a ce côté un peu dialectique qui fait qu'on va comprendre les motivations du méchant, et on va se rendre compte que la vie, c'est un peu complexe, quoi. Voilà. Il y a une complexité en fait qui ressort du cinéma de Vecchiali, au risque des fois, à mon avis, c'est vrai, d'une trop grande hétérogénéité. J'aime pas tous les films de Vecchiali, parce que des fois on est un peu trop proche c'est un peu trop discontinu à mon goût, quoi. Mais voilà, il y a ça englobe beaucoup de choses et beaucoup de points de vue. Est-ce quelle est la place de, comment dire, de la mise en scène de théâtre dans les films de Vecchiali? Parce qu'il y a certains films, pour moi, les films que j'aime beaucoup de chez Vecchiali, il y a toujours cette sensation de films de chambre, des espèces de huis clos comme ça, avec cette proportion très forte, tu le disais très justement d'ailleurs Christophe, c'est avec cette manière assez incroyable d'aérer via son découpage. Mais il y a toujours, j'ai l'impression, une espèce de base comme ça, très théâtrale, et il arrive ensuite à casser le Café des Jules dont tu parlais par le biais du viol, c'est le Café des Jules, c'est quand même, ça se passe dans un bar, et j'ai toujours cette impression que les fenêtres sont ouvertes, que le regard sur le monde est toujours là, j'ai l'impression que ça respire alors que c'est en huis clos, parce qu'il y a un problème, il y a une puissance au niveau du découpage. Mais je vous pose la question au niveau le rapport. Est-ce qu'il y aurait un rapport aussi au théâtre très fort dans les films de Vecchiali? Je ne sais pas. C'est peut-être les rythmes. Je ne connais pas la culture théâtrale de Vecchiali. Je ne sais pas dans quelle mesure il aime ou pas le théâtre. Ça, peut-être que Vincent, qui le connaît bien apparemment, en sait plus que moi. Il en a parlé un petit peu dans son entretien, effectivement, mais moi, je n'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose de fondamental. Il faut voir que le cinéma français des années 30 est nourri de théâtre, est nourri de café-concert. Le musical, ouais. Le musical. Et bon, moi, c'est vrai que quand je vois un film de Vecchiali, moi-même, je ne suis pas quelqu'un qui est très théâtreux. Et c'est vrai, par contre, je suis aussi assez cinéphile et aussi, je connais un peu aussi le cinéma français des années 30. Par contre, quand je vois un film de Vecchiali, souvent, je fais le rapprochement avec les films avec Daniel Darieux, avec Jean Gabin, avec un certain cinéma un peu chantant aussi, parce que vous parlez de théâtre, mais il faut l'entendre un peu au sens large chez Vecchiali, parce que souvent ça chante et ça danse, quoi. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, moi, ça m'évoque plutôt le cinéma français des années 30. Mais c'est aussi parce que le théâtre, je connais moins. Alors, est-ce que peut-être je me suis mal exprimé. C'est peut-être surtout via les, comment dire, le rapport aux comédiennes et comédiens. Tu citais le cinéma des années 30, mais c'est vrai que la plupart des grands comédiens de cette période-là sont venus par le musical, la plupart, ou alors par le théâtre aussi.
Et d'ailleurs, dont certains détestaient le cinéma. Mais il y a de ça beaucoup chez Vecchiali et c'est très fort. Parce qu'il assume, il assume un artifice dans le jeu des acteurs. Voilà, c'est ça. Il était aussi assumé dans les années 30. Voilà, Vecchiali aussi se méfie du naturalisme qu'évoquait Vincent. Et oui, par contre, il valorise la fantaisie, l'exubérance, les grands extravagants. Il adore Harry Bor. Voilà. Il aime bien un peu tout ce qui est dispositif. C'est-à-dire qu'il y a certains films, voilà, comme Trou de mémoire, il évoque au début un impromptu. Donc il y a le côté un petit peu musical qui lui plaît, une petite pièce en chambre. Il se retrouve avec Françoise Lebrun et ils improvisent presque en une journée un film qui fait 1h15 et qui est très beau finalement sur la mémoire. Je pense que oui, il y a toujours, c'est pas le théâtre, mais peut-être une certaine théâtralité, oui, comme disait Christophe, qui passe par le côté un peu artificiel, mais un artifice assumé, hein, du jeu, une sorte d'exubérance, oui, et puis ça dérive un peu aussi à la demi, quoi. Il a toujours un goût pour la chanson, les jeux de mots. Il y a beaucoup de jeux de mots chez lui. Enfin, voilà. Je sais pas, pardon, je t'ai coupé, Vincent. Non, c'est moi. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Christophe sur le rapport au cinéma des années, notamment ce cinéma classique français ou populaire français, un peu les deux. Et aussi sur cette histoire dispositive, si on prend les 7 déserteurs, c'est pareil, c'est un huis clos, c'est un peu la patrouille perdue de Ford, hein, mais dans une guerre qui ne dit pas son nom, avec ces 7 personnages, etc. Mais moi, il me semble qu'il y a des éléments pour comprendre aussi son cinéma, c'est que ce qui l'intéresse là-dedans, c'est aussi l'économie de la chose. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, il tourne dans sa villa, et l'exemple que donnait Vincent sur le travail avec Lebrun, voilà, c'est souvent ça. C'est en fait, il a l'opportunité de faire un film, et c'est aussi un dispositif qui lui permet de tourner avec un petit budget, ce qui a rarement eu des budgets importants. Surtout maintenant, hein. Donc ça lui permet de travailler vite et bien, donc il concentre les choses et donc il essaie de se tenir un dispositif, être dans un café, être dans 2 rues, enfin dans Rose à la Rose, là, qui est un des derniers que j'ai découvert, que je trouvais magnifique. Voilà, il y a cette scène, donc ça permet en fait d'avoir cette espèce à la fois de référence au cinéma qu'il aime bien, et de maîtriser complètement des conditions, je dirais, économiques de son cinéma qui sont pas faciles. Et en fait, il arrive à combiner un peu les deux. La comparaison sera peut-être un peu hardie, mais sur ce point-là, il me fait penser à John Carpenter, hein, qui fait du... C'est-à-dire Carpenter, à part un ou 2 gros budgets où il a eu beaucoup de problèmes, finalement, il est revenu après à des petites productions qu'il arrivait à maîtriser, avec souvent très peu de décors, des dispositifs minimalistes, mais à l'intérieur desquels il peut complètement investir en termes de cinéma. C'est pour ça que le rapport au théâtre, je sais qu'il a fait un peu de théâtre, surtout à certains moments où c'était plus dur de faire du cinéma pour lui, mais c'est pas son truc. Enfin, c'est pas un homme de théâtre. Voilà. Mais moi, il y a Vincent sur cette. Je voulais juste rajouter que je suis tout à fait d'accord avec Vincent que certainement que l'économie induit l'esthétique au moins dans une mesure. Comme chez Ulmer. Oui, je me rapproche vraiment plutôt de Ulmer que de Carpenter. Si tu veux. Non, mais j'aime bien le côté Carpenter. Parce que, non, mais vraiment, on est sur des tournages oui, bien sûr. de quelques jours, je crois. Hein, oui. Carpenter, je ne crois pas qu'il faisait des films en 8 jours. Mais j'aimerais bien voir ce que Carpenter ferait avec le budget de Pas de quartier, par contre. Darkstar. Darkstar, effectivement. Non, mais je suis pas sûr, hein, Darkstar, c'est. Et encore. Mais non, c'est vrai que là, actuellement, peut-être à part pour le Cancre, ces derniers budgets, souvent, c'est vraiment très peu. Je crois qu'il y a des films qui ont été faits en 2 jours, 2 ou 3 jours. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, sur la préparation, le découpage. C'est quelqu'un qui prend le temps d'écrire. Encore que des fois, il nous a dit, je crois que c'était pour Rose à la Rose, il nous a dit, je crois, le film, je l'ai rêvé. Je me suis réveillé, je l'ai écrit en 48 heures. Bon, après, je pense qu'il y a toute une partie de préparation qui est très importante. Une fois qu'il sait vraiment. Il le dit lui-même. Hein, il le dit lui-même. C'est pas de la bricole ces films, parce que il y a beaucoup de préparation. Les tournages sont courts, mais c'est parce qu'il y a une intelligence de l'économie derrière qui est au top, quoi. Enfin,
Vecchiali, c'est aussi le grand producteur de Diagonale, etc. Donc, qui a une grande expérience de producteur, qui a une grande expérience donc voilà, de marier l'art et l'argent, quoi, hein. Exactement. C'est ce que j'allais dire parce que j'ai lu dans l'entretien qu'il détestait qu'on dise que ses films étaient faits avec quelques bouts de ficelle. Il a horreur de ça. Et moi, je crois que j'ai utilisé l'expression, mais moi, c'était vraiment dans le sens que vous dites, c'est-à-dire, c'est vraiment une sorte d'éthique. C'est-à-dire, il a un budget et il en tire le maximum en termes de cinéma. Voilà, et c'est pensé, il n'y a pas un sou qui est dépensé pour rien, et c'est pour au service de son propos, quoi. C'est voilà, c'est. Pour en finir avec le volet économique de la chose, j'ajoute une chose, c'est que Paul Vecchiali a plusieurs fois manifesté sa fierté, au moins une fois, je me souviens l'avoir lu, d'être un de ceux dans le cinéma qui payait correctement et dans les temps. Apparemment, c'est pas si courant que ça. En tout cas, c'est pas suffisamment courant pour qu'il s'en. Voilà, oui, et il avait donné une anecdote comme ça qu'il avait payé comme il fallait au niveau des locations du matériel et que le film suivant, la même personne lui avait fait gratuitement parce que c'est la première fois qu'il y a de ça. Mais il y a quelque chose aussi très intéressant avec Vecchiali, c'est quand même un cinéaste extrêmement âgé, mais qui continue encore à faire des films, et puis surtout qui continue encore à avoir des films, mais pas forcément des films d'un certain temps. Non, des films d'aujourd'hui. Et si vous êtes abonné à son compte Facebook, c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui est vraiment... Et je retrouve cette espèce de regard très fort, donc très moderne, mais aussi dans ses derniers films. Dans Pas de quartier, même si le dispositif est assez particulier, on l'a dit, mais il y a quelque chose d'indescriptible qui fait qu'on est en face de quelqu'un, on est en face d'un film réalisé par un cinéaste qui continue encore de voir des films d'aujourd'hui, qui continue encore de questionner le corps de comédien. Je me souviens d'un texte qu'il avait écrit sur Roche Dizem. Il y a quelque chose d'assez passionnant chez lui, c'est de voir un peu s'il peut trouver peut-être quelque chose ailleurs. Et je trouve ça passionnant, le fait de continuer à voir des films. C'est vrai que c'est stupéfiant. Enfin, moi, ce qui me stupéfie avec Paul Vecchiali, donc outre l'encyclopédie, qui est pour moi peut-être l'ouvrage de cinéma le plus important du XXIe siècle, un travail titanesque avec tous les milliers de films qu'il a vus et qu'il a critiqués. Enfin, effectivement, c'est ses avis sur les films de Liam Neeson, de tout ce qu'il peut voir comme film sur toutes les chaînes du satellite, tantôt Mizoguchi, tantôt Jason Statham, et toujours avec la même absence de préjugés. Et ça, c'est vrai que c'est assez incroyable et c'est très intéressant. Et il me permet encore, moi, de faire des découvertes. Il parle de films dont personne n'a parlé à leur sortie lorsqu'ils sont sortis en France. Hein. C'est vraiment... Il continue de défricher, quoi, dans la création contemporaine. Donc le cinéma, il est passionnant. Lors de l'entretien, il nous a soufflé parce on parlait de la dialectique justement, qui est c'est quelque chose auquel il a beaucoup réfléchi, et il nous a dit qu'il avait vu effectivement sur le câble, je crois, quelques jours avant, un film d'action américain tout récent de 2020 ou 2021, une histoire de drogue. J'ai pas retenu le titre, mais c'est dans l'entretien. Et il avait dit c'est un film magnifique, et il avait dit voilà, c'est un film qui manie la dialectique admirablement, et il a commencé à en parler avec enthousiasme comme toujours. Il reste très frais par rapport à tout ça. Voilà, il n'est pas du tout engoncé. Il aime bien. Il y a Daniel Darieux, et puis il y a aussi tout le cinéma. Il y a une continuité. Et Jason Statham. Mais c'est marrant parce que ce que tu disais tout à l'heure, Samir, sur les comédiens, c'est qu'en fait, chez lui, il y a des générations de comédiens qui ont défilé chez lui. Et aujourd'hui, il est toujours intéressé par des comédiens très jeunes, qu'on voit d'ailleurs peut-être pas assez dans d'autres productions. C'est un peu dommage. Mais voilà, il y a des tas de comédiens très différents. Je pensais à Rosa Larose encore une fois, parce qu'il est assez frais dans mon esprit. Mais comment elle s'appelle, la jeune actrice principale, voilà, elle était. Marianne Bassler. Marianne Bassler, voilà. Elle était, c'était une jeune actrice prometteuse de ce moment-là, quoi. On pensait que ça allait être Sophie Marceau en mieux, quoi. Et on pourrait dire ça quand il a fait jouer Françoise Lebrun, etc., etc. Oui, Vincent, tu voulais. Il lui est resté fidèle d'ailleurs à Marianne Bassler parce qu'il lui a donné un beau rôle récemment dans Un soupçon d'amour. Elle est vachement bien, quoi, dedans. Elle est bouleversante, je trouve. Enfin, c'est vraiment un beau rôle et on la voit plus trop finalement. Il l'a fait jouer dans un téléfilm aussi d'après Guy Descartes, là, L'Impur.
Donc, il reste fidèle en plus à ses comédiens, quoi. C'est assez beau de voir ça. Fabienne Bab, qu'on voit aussi, qui était dans Oui. Wonder Boy et qu'on voit réapparaître comme ça. Moi, c'est une actrice que j'adore, donc je suis content. Enfin, voilà, c'est chouette, ouais. Non, il y a toute cette Edith Scobb aussi, là, il avait fait jouer plusieurs fois, elle est formidable. Enfin, donc, je pensais aussi à Perrin, là, Perrin venait de mourir, je crois, quand on a fait l'entretien, donc on parlait de Jacques Perrin, et il a fait jouer aussi dans L'étrangleur, qui est un rôle complètement atypique, et où il est incroyable. Et il y a constamment, voilà, il a une vraie vision de ce que peuvent être les acteurs, enfin, ce qu'il a fait même avec Darieux, quoi. Il a fait jouer quand même des choses pas forcément évidentes, en tout cas pas des choses dont elle avait l'habitude. Et cette notion de fidélité aussi est importante. Enfin, moi qui suis très attaché justement aux cinéastes qui ont des familles, je trouve que lui, il a une famille qui n'a cessé de grandir et qu'il a toujours essayé de garder la plus large possible. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez pas courant, quoi. Et qui crée des liens aussi avec nous, les spectateurs de ces films, de retrouver comme ça ces personnages, ces acteurs, ces corps de comédiens, de comédiennes. Zoom arrière, c'est le numéro 6, c'est dédié donc, en tout cas c'est focalisé sur la filmographie de Paul Vecchiali. Juste une dernière petite question, est-ce que vous voyez aujourd'hui des connexions entre Paul Vecchiali et d'autres cinéastes français? Je ne vais pas dire des héritiers ou des gens qui seraient peut-être un peu influencés par et pas forcément économiquement, hein. Là, je parle vraiment du style, hein, du cinéma. Alors. Il y a eu, enfin pour moi, il y a eu toute la famille Diagonale où c'était un petit peu, je trouvais, cette lignée à la fois un peu mélodrame populaire et en même temps un peu moderne, comme disait Christophe. Aujourd'hui, j'avoue que je vois pas trop là comme ça de tête. Moi, le premier nom moi, le premier nom qui me viendrait, c'est Guy Roddy. Oui, ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a un cinéma assez original, qui pense, pense vraiment au cinéma. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a un tempérament de cinéaste. Bon, il tourne pas autant, mais ouais, il y a dans sa manière de faire et dans sa manière d'envisager le cinéma, je trouve que ça pourrait être quelqu'un qui est un peu dans le même. Alors, Vecchiali a détesté L'Inconnu du lac. Hein. C'est surprenant. Oui, mais il aime. Il a fait un pastiche même dans un de ses derniers films. Il y a un pastiche assez drôle de L'Inconnu du lac dans un de ses films. Mais sinon, il dit qu'il aime beaucoup le cinéma de Guy Roddy, mais celui-là, il l'a détesté en fait. Bon, après, quand on a parlé de Pasolini avec lui, enfin, il y a toute une histoire, vous la lirez dans lequel que j'ai trouvé absolument incroyable dans le bouquin. Mais voilà, Pasolini, il lui a dit aussi des choses épouvantables sur certains de ses films. Quand il a complètement allumé sur l'Évangile selon saint Matthieu, par exemple. Donc, c'est pas très grave. Oui, tu allais dire quelque chose, Vincent Roussel. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire, oui, Pasolini, c'est après avoir vu, alors là, tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire, justement, le film de Paul Vecchiali qu'il a pris Hélène Surgère. Femme. Oui, Femme, voilà. Où il leur fait rejouer le fameux rôle, enfin la fameuse scène du clown, là. Ouais. Mais je ne savais pas qu'il y avait. En fait, moi, j'étais parti sur cette histoire là de reprise des deux actrices et de la scène. Et en fait, il nous a raconté un tas d'autres choses. Ils avaient un projet ensemble. Et en fait, quand le voyage que Pasolini a fait 2 jours avant de se faire assassiner, c'était pour aller signer un contrat avec Paul Vecchiali. Voilà. Ouais. Donc il y avait des rapports quand même assez étroits. Mais ça ne l'a pas empêché de dire que voilà, que ça n'allait pas du tout. L'Évangile selon saint Matthieu. Parce que, comme disait Christophe tout à l'heure, lui, il voyait que des chants contre chants. Il disait quoi? C'est ton monteur qui a fait le film? Bon, c'était assez drôle. Non, voilà, à part Guy Roddy, j'avoue que je ne sais pas. Mais on est aujourd'hui d'une manière assez générale. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de cinéastes qui ont ce type d'activité, ce rapport au cinéma global, non? Alors, moi, je veux pas dire de bêtises parce que en fait, je connais mal leurs films. Je crois que j'en ai pas vu beaucoup, mais il y a toute l'équipe de la lettre du cinéma qui se revendique un petit peu de l'influence de Vecchiali. Mais je sais pas, moi, j'ai pas vu les films, donc je peux pas trop dire là. Axel Roper, Serge Boson, des gens comme ça. Je sais pas, est-ce que j'en connais? Boson, j'aime bien, mais je vois pas. Mais j'ai pas vu ces films.
Alors c'est vrai qu'ils étaient extrêmement sensibles au cinéma de Diagonale, mais après, ouais. Il y a ce côté, il y a ce mélange effectivement de fantaisie et de prise avec une certaine réalité contemporaine. Oui, pourquoi pas. On sait effectivement que Boson est aime beaucoup, est féru de Diagonale. Moi, il fait partie des cinéphiles, des gens qui m'ont donné envie de découvrir le film de Vecchiali à une époque où il était invisible, quoi. Parce qu'il en parlait beaucoup. Il en parlait beaucoup de Diagonale, tout ça. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que ça se retrouve dans ce que j'ai pu voir de ces films, effectivement. Disons, on peut faire un rapprochement. Bon, c'est à creuser en tout cas. Voilà, je présente, c'est Paul Vecchiali, c'est le principal héros en tout cas du numéro 6 de Zoom Arrière. Dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous tombez sur le site de Zoom Arrière si vous voulez commander ce numéro ou les précédents. Bien évidemment, on n'a pas tout dit hein, sur la revue. C'est à vous de voir. Voilà. Merci en tout cas Vincent Jourdan, Vincent Roussel et Christophe Fouché d'être là, de nous avoir. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir en tout cas. Merci. Ça fait plaisir. À une prochaine alors. Au revoir. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.